Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Critique littéraire. Collection dirigée par Maggie Albet. Dernière parution. Claude Hersfeld, Thomas Mann. Félix Krull, roman picaresque 2010. Claude Hersfeld, Thomas Mann. Déclin et épanouissement dans les Buddenbrook, 2010. Pierre Wolfcarius, Jacques Borel. S'écrire, s'écrier, les mots à l'image immédiate de l'émotion 2010. Myriam Bendhifsyllas, Genet Proust, Chemin croisé 2010. Aude Michard, Claude Simon, La question du lieu 2010. Amel Féniche Fakfar, Fawzia Zouari, L'écriture de l'exil 2010. Maha Badr, Georges Chéadé ou La poésie du réel, 2010. Robert Smadja, De la littérature à la philosophie du sujet, 2010. Anna-Marie Nahlovsky, La femme au livre. Itinéraire d'une reconstruction de soi dans les relais d'écriture romanesque, les écrivaines algériennes de la langue française, 2010. Marie-Rose AbomomaURIN, Chicaya ou l'éternelle quête de l'humanité de l'homme, 2010. Emmanuel Rousselot, Ostinato, Louis-René Desforêts. L'écriture comme lutte, 2010. Constantin Frossin, L'autre Sioran 2010. Jacques Voisine, Au tournant des Lumières, 1760 à 1820 et autres études, 2010. Karine Benacgiroux, L'inconstance dans la comédie du XVIIIe siècle, 2010. Christophe Désiré Atangana Kuna, La symbolique de l'immigré dans le roman francophone contemporain, 2010. Agatha SYLWESTRZAKWSZELAKI, Andrei Makin, L'identité problématique, 2010. Denis Semeyer, Monde flottant. La médiation culturelle du Japon de Kiku Yamata, 2009. Patrick Mathieu, Proust une question de vision 2009. Arlette Chemin, texte réuni par Littérature Monde francophone en mutation 2009. Piotr SniedzieWSKI, Mallarmé et Norwid, Le silence et la modernité poétique en France et en Pologne, 2009. Raymond Perrin, Rimbaud, Un Pierrot dans l'embêtement blanc. Lecture de la lettre de Gênes de 1878, 2009. Celui qui ne sait pas, est un ignorant. Mais celui qui sait et qui ne fait rien, est un criminel. Brecht B. Galileo Galilei, édition de l'Arche 1955. À Serge, Inès, Auréole, Éloge, Bavon-Olive. En mémoire de Martin Pange-Kilaouri. La préparation du présent essai critique a associé bien des généreuses personnes auxquelles je tiens à rendre un chaleureux hommage. Debreuil Jean-Yves, Antonia Belinda, mes chers enfants, Jacqueline Pradier, Jean-Michel Dewey, Jean Rieucot, Jacques Boulambo, Élisée Caramba, Londres Mouchilungu et beaucoup d'autres. Mes mots sont impuissants pour traduire gracieusement l'hommage que je rends à votre inépuisable contribution pour le succès de cet ouvrage. Quelques sigles. APA, axiologique péjoratif adressé. LDM, le doyen Marie. EE, les étoiles écrasées. LM, la malédiction. Rez-de-chaussée, République démocratique du Congo. PUF, Presse universitaire de France. Introduction générale. La littérature est un géant qui mêle tout, broie tout, transcende tout, s'en prenant à des hommes par-delà les idées, à des idées par-delà les hommes, J.M. Monod, 1983/10. À aucun moment, la littérature ne s'est départie de sa mission première consistant à dévoiler le monde social avec ses aléas. Cependant, tout en conservant cette mission, la littérature se transforme au gré de l'expérience humaine. Cette étude s'inscrit dans les recherches actuelles orientées vers le traitement du discours dans la communication humaine, précisément dans 3 romans de Pius Ngandu Nkashama. La malédiction, Les étoiles écrasées et Le doyen Marie. Le choix de cet auteur se justifie à la fois par la diversité de thèmes fascinants qui couvrent l'ensemble du corpus, et par le fait qu'on le considère comme écrivain engagé et engageant. C'est par engouement pour les œuvres romanesques de langue française produites dans ce pays continent qui connaît depuis des années une création littéraire dépassant les frontières des territoires de l'Afrique dite francophone, que j'ai opté pour cette étude.
01. APERCU sur la conception LITTER, AIRE et l'engagement de Pius Ngandu en tant qu'écrivain. Pius Ngandu Nkashama est né en 1946 sur les terres de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental, au Congo démocratique, ex-Zaïre. Il est actuellement professeur de littérature française et de sémiotique littéraire au département de français, et directeur du Center for French and Francophone Studies de la Louisiana State University, Bâton Rouge, USA. Il compte près de 30 années d'activité de recherche et de création. Il a publié une 50aine de livres couvrant aussi bien la fiction, poésie, théâtre, romans, essais, que la critique littéraire, la linguistique, les sciences politiques, la sociologie et l'anthropologie des religions. L'œuvre fictionnelle de Pius Ngandu suit régulièrement le cheminement de sa patrie, la rez-de-chaussée, voire de l'Afrique en général, scandée par des soubresauts d'inquiétude dus aux conditions liées à la vie d'un écrivain et ou d'homme tourmenté. Ses recherches portent sur le discours africain et les textes littéraires, à travers l'oralité et l'écriture. Par ailleurs, l'on s'aperçoit en lisant ses écrits romanesques que plusieurs disciplines s'y croisent. Dans ses romans, les traces historiques se mêlent chaque fois aux événements fictionnels, et la philosophie, la religion et la tradition africaine vont de pair avec la science. Cela permet d'appréhender le discours africain spécifique envisagé par Pius Ngandu, et l'épreuve de la condensation des savoirs. La fiction de ce romancier ne se contente pas seulement de donner une image du monde social. Elle ne se présente pas non plus comme le miroir de la société, à l'instar de Stendhal, mais plutôt comme des miroirs en mouvement. Tout simplement parce que ses écrits littéraires expriment souvent les faits vécus, parfois avec une certaine dose de lucidité, parfois camouflés, brouillés, si bien qu'il n'est pas parfois aisé de déterminer la démarcation entre l'histoire et la fiction. Ces fictions romanesques récusent régulièrement, sans demi-mesure, la tyrannie subie par la vaste Afrique et surtout l'ex-Zaïre, terre aussi riche en voleurs de droits de l'homme qu'en hyènes, Akuruma 2000/275, et la démission de ses citoyens, les peuples. Toutefois, si l'écrivain dénonce et récuse le régime de la terreur qui pèse sur son pays, le pouvoir colonial et ou l'Occident n'en sont pas exclus. D'autant plus que c'est la politique de l'ancien maître, celle qui se fondait sur la répression et l'abolition des valeurs humaines au Congo belge, qui a été imitée par les Congolais qui sont passés aux commandes, à l'accession du pays à l'indépendance politique. À cet effet, Marc Angenot fait cette mise au point selon laquelle toute culture se donne probablement des énonciateurs de paradoxes. Leur principal avantage est que leur hétérodoxie n'est qu'apparente. Ils prennent le contre-pied de la doxa, ce qui revient à dire qu'ils demeurent dans la mouvance de celle-ci. 1982/339. 01.1. L'influence de la crise sociopolitique au Congo démocratique sur l'œuvre de l'écrivain. Face à la politique coloniale, Pius Ngandu fustige, non sans déchirement moral, les mutations brutales infligées aux Congolais à partir de l'idée force qui a constitué l'épine dorsale de la politique coloniale. Les cultures ou croyances congolaises, africaines au sens large, les signes qui recouvraient des symbolismes ritualisés relatifs au culte des ancêtres, au pouvoir chéfal, aux rites initiatiques ou rites de passage, ont été détruits et réduits par la colonisation belge au rang de paganisme et ou de religion profane. Or, ce sont ces mythes qui constituent pour Ngandu le dynamisme culturel de chaque peuple. Soulignons que ces mêmes types de déchirements s'établissent curieusement chez Jeu, le narrateur du récit dans La Malédiction, où la fiction montre une complicité entre le narrateur et l'auteur par dérision. Pourtant le lecteur peut s'apercevoir que l'autobiographie se mêle à l'histoire réelle. Ce jeu, tout en dénonçant l'ignominie dans laquelle sombre à la fois le pouvoir politique et le peuple de son pays, s'interroge souvent sur lui-même, non pas pour se déprécier, mais plutôt pour attirer le regard des autres sur lui, avec une dose de théâtralité, afin de les amener à réagir contre le mal qui ronge l'univers social qu'il présente. C'est avec la même vivacité que chez Jeu de l'insurgé, Jules Vallès, que celui de La Malédiction ressent un malaise psychologique profond devant un monde de médiocrité. Et ce dernier jeu, précisons-le, ne se présente plus comme un porte-parole de Pius Ngandu, il acquiert un sens collectif universel. Il est celui qui révèle une signification, un sentiment historique et symbolique du récit. Enfin,
Ce roman se présente comme un ensemble de divers souvenirs atroces diversifiés qui obsèdent ce narrateur. Quoi qu'il en soit, Pius Ngandou publie sa première œuvre littéraire fascinante en 1977. C'est une tragédie qu'il intitule La délivrance d'Ilunga. La pièce de théâtre est publiée à l'époque où le parti unique, la seule formation politique autorisée pendant la deuxième législature en rez-de-chaussée, a atteint son âge d'or. La répression populaire, la délation, la corruption, la trahison, le clientélisme politique, etc. sont des mots maîtres de la gestion de la chose publique et le fondement de la philosophie du pouvoir en place. L'auteur de la tragédie garde encore en mémoire les souvenirs amers de son incorporation forcée et brutale dans l'armée de son pays, ainsi que celle de tous les étudiants de son époque. Et pour cause, ils avaient protesté contre les conditions sociales dégradantes dans les cités universitaires. Parallèlement, au cours de la même année 1977, dans la province du Katanga Chaba, l'armée régulière du pays de l'écrivain affronte les rebelles dénommés Tigres. Ceux-ci forment le mouvement insurrectionnel dirigé, à partir de l'Angola voisin. C'est la première guerre du Chaba. Si la délivrance d'Ilunga est le reflet du chaos et de l'anarchie qui avait déchiré la RDC au cours des premières années qui avaient suivi son accession à l'indépendance, la dérive des dirigeants politiques du jeune État indépendant, le rôle joué par l'ancienne métropole avant et après l'indépendance du pays, semble avoir inspiré la malédiction, alors que les deux guerres du Chaba, Katanga, ont nourri les étoiles écrasées. Par ailleurs, pour cet écrivain, c'est la fausse thèse d'une malédiction infligée à toute la descendance de Cham qui a permis à l'autorité coloniale de dépouiller la RDC de son patrimoine ancestral, et d'encourager la paresse et l'esprit de dépendance de son peuple. C'est cette destruction du patrimoine culturel congolais qui fonde le sentiment de révolte chez Pius Ngandou dans la malédiction. Ainsi qu'il le fait remarquer lui-même dans cette réflexion. Ce qu'on peut dire de ces mythes, c'est qu'ils ne fonctionnent plus comme une dynamique culturelle. Tout cela, du fait que leur retentissement symbolique se trouve circonscrit à la gestion des communautés. Ils ne sont plus soutenus par une force mythologique. Aucune communauté d'un village zaïrois congolais actuel ne peut penser accéder par la seule impulsion spirituelle à la conquête du pouvoir politique ou à l'extension géographique de son territoire. Aucune ne peut imaginer une puissance qui fasse éclater les horizons étatiques, qui rejaillissent sur des actes concrets, héroïques ou pas, épiques ou pas, légendaires ou pas. Les royaumes Kuba, Lunda, Chokwe, Luba, Congo ou Azeden de accent aigu des XVIIIe au XIXe siècle, eux, pouvaient le penser, et même en rêver. 1982 sur 125. 02. La présentation chronologique de la crise congolaise selon l'écrivain. C'est sans doute l'accès à l'histoire de la colonisation belge et son impact sur la vie future de la RDC, qui constitue la problématique littéraire principale de Ngandou dans l'une des fictions qu'on va examiner. C'est ainsi que dans La Malédiction, le plus ancien des 3 romans constituant ce corpus textuel, l'écrivain s'improvise historien et adopte même des divisions historiques fictionnelles qui du reste ne correspondent pas au modèle classique. Il s'agit de ce qu'il nomme respectivement le Moyen Âge, les temps modernes, l'époque contemporaine et la fin des temps. Le Moyen Âge dont il parle s'étend de 1930 à 1960, période rapprochable de l'année 1885, date réelle au cours de laquelle s'était tenue la conférence de Berlin. Délimitation des frontières étatiques et début de la mission civilisatrice de l'Europe en Afrique. Les temps modernes font allusion aux années 1960, à partir du 30 juin, date de la proclamation de l'indépendance politique de la RDC à 1966. Cette période correspond au début des illusions du peuple congolais. Quant à l'époque contemporaine, elle fait référence aux années 1966 à 70, c'est-à-dire à la période de la néocolonisation, entretenue par les fils du pays après le départ des Blancs. Il s'agit de la peinture du Congo, Zaïre à l'époque, soucieux de se débarrasser de la nouvelle tyrannie. Et enfin, la fin des temps s'étend de 1970 à 1982. Le peuple est alors marqué par le souci constant de libération. Précisons qu'à cette période, ce romancier vit déjà en exil à Annaba, en Algérie. Dès lors, le peuple étant toujours animé de la même préoccupation, celle de libération, il va de soi que cette délimitation s'étend à la période actuelle dans ce pays. Visiblement,
La subdivision temporelle contenue dans la malédiction constitue la genèse de l'histoire de l'ex-Zaïre qu'on voit se dérouler dans les étoiles écrasées et le doyen Marie. Cela amène le lecteur à croire que les œuvres constituant ce corpus déroulent le motif exposé dans le premier roman. Cette subdivision peut correspondre, à en croire Pius Ngandou, 1982 sur 125-128, à 4 générations successives. 02.1. La première génération. Elle est caractérisée par un mimétisme du modèle colonial, répression, confort, discours pernicieux, auquel s'ajoute l'illusion, etc. À l'instar de la psychologie de Meza, le héros désillusionné de Ferdinand Oyono dans Le Vieux Nègre et la Médaille. Cette classe comprend les Congolais qui connurent le début de la colonisation belge pendant la constitution de l'État indépendant du Congo, EIC, de 1909 à 1960. Certes, la colonisation a plongé les Congolais de cette époque dans une profonde mutation, de sorte qu'ils ont connu une grande secousse psychomorale. Ils ont été tirés de leur village, arrachés de leur culture de base, où ils étaient élevés suivant d'autres formes d'éducation, et où ils avaient appris d'autres méthodes d'accession au pouvoir ou à toute autre forme de puissance. Il s'agit aussi, pour la plupart, de rescapés de la pratique esclavagiste, ou de ceux qui ont échappé à la discipline sévère de certains parents ou de certains despotes des villages traditionnels. Ce sont eux qui ont été incorporés dans l'armée colonisatrice, ou qui ont été hissés aux postes administratifs de clerc, dactylographe ou de planton, huissier de bureau, où ils devenaient catéchistes de mission catholique d'évangélisation, une aubaine à l'époque car ils se retrouvaient proches des chargés de la mission civilisatrice. Le plus souvent, ces Congolais étaient recrutés comme mineurs dans des sociétés d'exploitation de matières précieuses, bénéficiant ainsi d'une gloire illusoire à l'accession du pays à l'indépendance. Les instances du pouvoir les exploitaient à dessein pour illustrer une grandeur utopique du pays. De sorte que ces héros sont confondus avec des objets de curiosité lorsqu'ils portaient leur médaille de mérite civique. À l'accession du pays à l'indépendance, ces Congolais ont cru à l'idée que la libération politique du pays signifiait l'expulsion des Blancs du territoire national. Le corollaire de ladite expulsion serait immanquablement la récupération de tous les biens et de tous les postes autrefois occupés par les colonisateurs. Ce qui revient à croire que le peuple devait baisser les bras et jouir de tout le bonheur que la terre ancestrale procure. Dans ce cas, d'autres peuples sans ressources travailleraient sans doute à la place du peuple autochtone, tout en lui remettant gratuitement le fruit de leur labeur. Les Congolais de cette première génération seront pour la plupart des aigris, et l'Éden auquel ils avaient aspiré n'était qu'illusoire. 02.2. La deuxième génération. Elle est composée des Congolais qui sont nés, qui ont grandi et ont été éduqués à l'époque coloniale. L'on peut considérer qu'ils en sont l'émanation. Toutefois, soulignons que le terme éducation n'est pas à appréhender au sens limitatif des instructions. Il réfère plutôt à la philosophie du pouvoir colonial, aux différentes méthodes appliquées par la colonisation belge pour le succès de sa mission au Congo. Répression, oubli ou refus, c'est selon de promouvoir l'instruction, suppression des valeurs culturelles congolaises et leur substitution par celles qui confortaient le pouvoir politique, etc. Précisons qu'en matière d'instruction, un aspect de l'éducation, la politique coloniale belge n'a pas encouragé le développement de l'esprit critique dans la colonie. Était-ce parce que la métropole voulait perpétuer la colonisation, étant donné que la politique coloniale se fondait sur le paternalisme? Était-ce seulement par mauvaise foi? Peu importe. Quoi qu'il en soit, ce sont les Congolais nés et éduqués dans ce système qui ont causé la frustration et la terreur au lendemain de l'indépendance du Congo, à l'instar des méthodes pratiquées par la colonisation belge. Sans toutefois les placer tous dans le même panier, car on dénombre parmi eux une minorité éclairée de la lumière de la raison, Pius Ngandou les considère comme les fossoyeurs de la patrie. S'agissant de l'instruction, la mission civilisatrice au Congo belge visait principalement la formation des moniteurs de l'école primaire, le diplôme le plus élevé étant dès lors un certificat d'apprentissage pédagogique que des candidats très sélectionnés acquéraient après la 6e année de l'école primaire. C'est donc le niveau de ceux qui ont accédé au pouvoir à l'accession du pays à l'indépendance. Cela justifie l'absence d'une élite bien formée,
suite à l'impréparation de cadres compétents. Ces nouveaux maîtres sont l'émanation de cette instruction bâclée, issue de la colonisation. Ils avaient été formés comme des agents auxiliaires subalternes, que l'administration coloniale a utilisés comme colporteurs en vue d'asseoir sa politique. Il faut préciser que la dite politique coloniale s'est constituée en 3 forces différentes mais dont les objectifs convergeaient. La suppression de la culture de base du peuple congolais en la remplaçant par celle du maître. Il s'agit entre autres du pouvoir coercitif, l'administration, la police et l'armée, du capital et de l'Église. On y reviendra ultérieurement dans l'analyse des discours polémiques. En effet, ce sont ces Congolais qu'on vient de présenter qui sont les pionniers de la vie politique de la RDC, parce qu'ils constituent la classe des évolués après l'indépendance nationale. Pour marquer leur fidélité au régime colonial dont ils sont dorénavant l'émanation, ils singent, ils exigent, ils ordonnent, ils commandent de la même manière que les anciens colonisateurs. Ils vont même au-delà, ils pillent et détruisent tout, y compris les quelques valeurs culturelles héritées de la colonisation. On peut croire que cette génération est à la croisée des chemins, car c'est une classe qui a voulu s'attacher au modèle colonial sans y parvenir, et qui a par ailleurs cru se forger une identité à partir d'un modèle intellectuel authentique, détaché de l'enseignement missionnaire qu'ils ont reçu. Ceux d'entre eux qui ont raté le train de vie, se sont transformés en prophètes des églises nouvelles, ou encore se sont travestis en devins, pour escroquer leurs compatriotes grâce à des pratiques magiques ou pernicieuses. Leur gestion décriée de la chose publique et du pouvoir sert d'outil principal à la problématique posée par Pius Ngandu dans sa fiction. Les tourments qui rongent respectivement les héros, la malédiction, Joachim Mboyo, les étoiles écrasées et Sadio Mobali, le doyen Marie, et leur souci d'accès à la liberté en constituent un argument probant. 02.3. La 3e génération. Elle est la plus abandonnée à son triste sort. Certes, elle est riche de potentialités intellectuelles, mais elle est vaniteuse. Tout simplement parce qu'elle est marquée par une léthargie et une torpeur pesante. Elle est constituée des premiers cadres universitaires de la RDC, après l'indépendance. Il leur est régulièrement reproché l'absence d'esprit créatif. Les mains liées, ils ont été utilisés, grâce à leur souci d'autosatisfaction ou de leur survie, comme idéologues du régime de la terreur. Ils constituent en pratique la classe la plus marginalisée, parce que la plus couarde, la plus défaillante de l'histoire du pays au regard d'un engagement constructif. C'est parmi ces premiers cadres universitaires congolais que l'on dénombre les députés cueillis à froid par le pouvoir en place, c'est-à-dire sans voix à l'Assemblée du pays pendant la 2e législature, les économistes incapables de penser une théorie pour sortir le pays du gouffre entretenu à dessein, les médecins au savoir expéditif et sans moyens, les enseignants coupés du reste du monde, sans le moindre matériel de référence et non rémunérés, les magistrats à l'esprit mercantile, etc. Par ailleurs, ceux d'entre ces cadres universitaires qui ont osé élever la voix ou qui ont tenté consciencieusement de proposer des voies pour sortir de la crise, ont été brimés et soumis à la déportation. Et pour cause. Les 2 classes, celle réellement au pouvoir et celle des cadres universitaires, se regardent en chiens de faïence. Un problème lié au conflit de génération, où tout se fonde sur le niveau de formation scolaire. On l'a déjà souligné, ceux qui ont dirigé l'ex-Zaïre pendant la 2e législature sont pour la plupart des sujets éduqués par le régime colonial. Leur niveau d'instruction ne dépassant pas le seuil de l'école primaire, ils n'ont pas toléré dans leur cercle les jeunes qui ont acquis des méthodes cartésiennes, certainement par souci d'autosatisfaction alimenté par la peur ou le dédain. Instinct de survie oblige. Par surcompensation, le même instinct a poussé une poignée de ces cadres universitaires rejetés et sans emploi à recourir à des méthodes lamentables pour être recrutés. C'est la loi du moindre effort inaugurant le clientélisme politique, la calomnie, la trahison, la corruption, etc., comme moyen privilégié pour accéder au pouvoir ou à toute forme d'emploi répondant à leur profil ou non. Le corollaire de cette pratique, c'est que la psychose de l'animal politique au pouvoir disparaît, et sa puissance se renforce. Visiblement, c'est dans cette catégorie, celle de la génération sacrifiée, que l'on peut ranger Pius Ngandu, dont la plupart des œuvres de fiction et même des écrits critiques ont été produites durant son exil perpétuel. Pendant ce temps,
Ceux qui ont accepté de jouer le jeu du pouvoir en place ont occupé des postes juteux au cours de la Deuxième République. Ils y sont parvenus, la plupart du temps, après avoir recouru aux pratiques déjà évoquées. Engloutis dans une démission préjudiciable, ils s'improvisent spécialistes pour l'accession à la paix dans le pays. Pour Pius Ngbandu, ces cadres se complaisent dans des volte-face idéologiques, réclamant pour leur conscience une paix impossible. Et ironie de l'histoire, pour ne l'avoir pas bien entretenue, leur terre a suscité beaucoup de convoitises de la part d'autres prédateurs. 02.4. La quatrième génération. Contrairement aux trois précédentes, celle-ci est composée des Congolais nés et nourris des luttes internes après l'accession du pays à l'indépendance. Précisons d'emblée que ceux-ci constituent plus de la moitié de la population de la RDC. De la société actuelle de leur patrie, ils n'ont éprouvé que les violences, physiques et morales, les interminables souffrances et guerres et toutes les formes de brutalité. Sans doute, ils n'ont pas connu la colonisation. Ce qu'ils en ont appris sont des échos déformés à dessein par la bande de sorcières au pouvoir dans le pays, qui ont confisqué la vie et l'espoir de toute leur postérité. En l'occurrence toutes les guerres, tous les conflits armés qui ont déchiré ou déchirent encore le pays. Après l'assassinat de Patrice Lumumba en 1961, cette terre n'a connu qu'une succession de conflits armés alternant avec des moments d'illusoires accalmies. Au chaos qui a suivi, après l'exécution de ce leader politique, le pays a connu tour à tour la rébellion muléliste de 1963 à 1965, dirigée par l'ancien ministre de l'Éducation du gouvernement Lumumba, Pierre Mullet. Peu après, en 1967, un mercenaire dénommé Jean Schramm, recruté par d'anciens politiciens congolais en exil, avait déclenché un mouvement insurrectionnel dans toute la partie est du territoire congolais. De sorte qu'il se fit proclamer même président de la République, de la partie sous son contrôle. Par ailleurs, en 1969, une révolte estudiantine, on en a déjà parlé, paralyse Kinshasa, la capitale politique du pays, et en même temps le poumon économique du Congo, Lubumbashi. Elle est vite réprimée par le pouvoir politique, l'ennemi, l'ensemble des étudiants ne possédant aucune arme véritable en dehors des projectiles. Dès lors, des mesures draconiennes sont arrêtées par le chef de l'État, le général-président, pour restaurer l'ordre public. Toutes les universités sont fermées et les étudiants sont incorporés de force dans l'armée nationale, y compris Pius Ngbandu. En outre, pour rétablir l'ordre, des condamnations à la peine capitale par pendaison devant le public des opposants politiques, les vrais, sont prononcées par un tribunal militaire spécial créé à cet effet par le régime en place. À cela s'ajoute en 1971, une succession de décisions politiques prises par le chef de l'État, parmi lesquelles la suppression des prénoms ou noms de baptême, l'instauration de la politique du recours à l'authenticité, dont l'idéologie se fonde sur le bannissement du mode de vie occidental, avec comme corollaire la valorisation de la vie ancestrale, l'introduction dans le programme d'enseignement à tous les niveaux de la discipline dénommée idéologie politique, qui vise à apprendre à enseigner la conception et la philosophie du pouvoir telles qu'elles sont tracées par le président de la République, le guide des pères de la nation. À ces mesures s'ajoute la nationalisation de presque toutes les entreprises para-étatiques ou privées dans l'ensemble du pays. En tout état de cause, cet exercice du pouvoir crée un désenchantement au sein de la population qui sent qu'elle est trahie par ses dirigeants politiques. Au cours de la même année, 1971 et l'année suivante, le général-président procède à d'autres changements non moins impopulaires que les précédents. C'est l'instauration des 3 Z, le pays s'appelle désormais Zaïre, la monnaie et le fleuve portent le même nom. Le pouvoir devient davantage monolithique. Les formations politiques sont supprimées et remplacées par un système monopartiste intégral. Après une mascarade d'élection présidentielle organisée par son régime en 1977, mais à candidat unique, lui-même, l'élu président à vie lance un plan d'action structurel dénommé Objectif 80. Celui-ci vise un certain nombre de réformes fabuleuses dans certains secteurs préalablement ciblés, l'éducation, l'économie et les finances. Mais les résultats ne se font pas attendre, c'est un échec total. Toute cette dérive totalitaire, le foisonnement d'un succès stimule un certain réflexe de protection chez les opposants politiques en exil souvent rimés, traqués par le régime,
et souvent naïvement trahis par des infiltrés corrompus par le pouvoir de leur pays. Une hostilité en appelle une autre, dit-on. Et plus on monte dans l'arbre, davantage on devient fragile. L'anarchie entretenue et orchestrée au sommet de l'État, un site d'anciens gendarmes katangais venus d'Angola et commandé par un ancien brigadier de la police congolaise des années 1960, un nommé Mebumba Nathanael, à prendre les armes contre ce régime décrié. D'abord en mai 1977, puis l'année suivante, au cours du même mois et dans la même province du Katanga ou Shaba à l'époque des faits. Ce sont les deux guerres du Shaba. Pendant ces deux incursions rebelles, l'armée régulière connaît des revers. Le régime est sauvé in extremis par les forces venues à sa rescousse du Maroc, la logistique ayant été assurée par certains pays occidentaux, c'est Breckman, 1991/65-66. Certes, l'écrivain congolais s'en est inspiré pour la rédaction des Étoiles écrasées. Mais ne l'oublions pas, notre univers est soumis à la loi de la dialectique. Tout bouge, tout passe et rien ne demeure. Le lion s'est affaissé, le machéral président est terrassé par la maladie. Ses adversaires politiques le savent, les étudiants aussi. Le vent de la perestroïka souffle en 1990. Il n'y a plus de guerre froide, l'Occident qui a longtemps constitué l'épine dorsale du régime en place, n'ayant plus d'intérêt pour lui, l'oblige à lâcher prise. Le maréchal président prône l'instauration de la démocratie, la mort dans l'âme. Les étudiants, considérés comme le fer de lance de la pression populaire, exigent que le régime cède le pouvoir. Mais c'est sans savoir que pour un tyran, le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache. Celui-ci, traqué de tous côtés, envoie par dépit sa garde rapprochée, dans la nuit du 11 au 12 mai 1990, dans les cités universitaires du campus de Lubumbashi, Katanga, pour donner une dernière leçon aux récalcitrants. Le nombre exact d'exécutés ne sera jamais connu. Pius Ngandu, dans son exil perpétuel, s'inspire de cette barbarie humaine pour concevoir une fiction romanesque qu'il intitule Le Doyen Marie en 1994. Décidément, cette dernière génération, dans la subdivision qu'on a adoptée, n'a eu qu'une vie étouffée dans l'œuf. Aucune génération parmi celles qui ont précédé ne la prend effectivement en charge. Mais toutes l'ont rejetée, à des degrés divers. Les Congolais appartenant à cette catégorie et ayant évolué dans leur terre ancestrale, ont connu tous les systèmes scolaires, toutes les mutations idéologiques, toutes les incohérences politiques. Il faut souligner que depuis l'objectif 80, dont on a précédemment parlé, le programme d'enseignement de l'école primaire à l'université a subi des modifications tous les 2 ans au niveau de la forme, voire du contenu d'apprentissage. De telle sorte qu'il s'avère difficile pour les Congolais de cette génération, écoliers, élèves ou étudiants, de déterminer dans quel système d'enseignement ils ont été formés à la réflexion. Par ailleurs, ceux de la même génération qui n'ont pas fini l'école primaire par manque de moyens matériels ou d'encadrement, ceux qui n'ont pas satisfait aux épreuves nationales pour l'obtention du diplôme d'État, l'équivalent du baccalauréat en Europe, d'études secondaires, et même ceux d'entre eux qui n'ont pas franchi le seuil de la première année à l'université, se sont fondus dans la grande masse populaire de tous les centres urbains, les plus chanceux sont arrivés en Europe. C'est parmi eux que se recrutent soit les instituteurs de l'école primaire de Brousse, les nouvelles recrues des armées qui terrorisent le peuple, toutes tendances confondues, armées régulières et rebelles, enfants soldats compris. Ils sont encore les piliers de la musique congolaise, zaïroise. Ajoutons que c'est parmi eux qu'on dénombre les enfants de la rue, les Chèges et ou les Ngoulou. En leur qualité des enfants de la grande aventure historique, ils ne croient appartenir à aucune terre spécifique. De sorte qu'ils sont marqués par le sentiment de la détribalisation, ou de la déclanisation. Leur ethnie et leur clan sont devenus, dès lors, l'environnement social du milieu urbain dans lequel ils évoluent. En outre, en tant que défenseurs de la musique marquée par l'immoralité et l'absence de toute vertu, ils apparaissent quotidiennement sur les écrans de télévision nationale et africaine, celle de l'Occident n'étant pas épargnée, avec une musique marquée par des cris, des fantasmes et des imprécations. C'est là leur unique vision du monde. Leurs discours reflètent perpétuellement un mode de vie corrompu et dominé par la passion de vivre, et d'autres formes d'ambiguïté telles que des discours flottants dénotant une instabilité permanente, etc., où l'on justifie l'irresponsabilité des hommes par une malédiction divine, originelle.
Les œuvres de Pius Ngandou prônent d'abord et avant tout la libération du peuple en captivité, au moyen du savoir. À en croire Pius Ngandou, 2000/6, ce ne sont pas les hommes qui seraient constitués de telle ou telle matière néfaste, ainsi que le rapportaient des mythologies stupides de la malédiction. Celles qui évoquaient malencontreusement Cham avec de la mauvaise foi dans l'interprétation des textes bibliques, et celles qui vilipendaient l'histoire de tout un continent, en hypothéquant l'avenir de générations entières, sous les fallacieux prétextes que les Noirs n'avaient aucune part à l'histoire du monde. Il s'agit d'une véritable conquête qui a libéré les esprits, par la force des connaissances acquises. 03. L'engagement de Pius Ngandu en tant qu'écrivain. L'entrée de jeu. Notons qu'après la parution de la délivrance d'Ilunga, l'écriture de cet écrivain est marquée par le même leitmotiv. Le dirigeant politique au Congo-Kinshasa accède au pouvoir à la faveur de la perfidie et s'y maintient grâce à l'agressivité, aux brimades qu'il fait subir aux turbulents qui haussent le ton. Le peuple, au bout du compte, en devient non seulement déprimé mais encore défaillant. Et le comble, c'est que la pratique semble avoir été mûriée et entretenue partout en Afrique. Ainsi que l'évoque Pius Ngandou dans ses réflexions. Il apparaît maintenant de plus en plus clairement que des politiques concertées avaient été pratiquées dans de nombreux pays, pour que les plus turbulents et les plus révolutionnaires se retrouvent à l'étranger, sans nourrir aucun espoir de retourner, de manière à permettre aux nantis et aux oppresseurs de prolonger indéfiniment leur monopole d'horreur. Toutes les stratégies des partis uniques ont obéi rigoureusement à ce schéma destructeur, sans panache, sans fausse pudeur non plus. Fuir, oui, mais parce que la vie au pays ne représente plus que la mort permanente, la souffrance infligée à chaque pas dans la rue. La peur qui noue au ventre, la frayeur subite pour une parole de trop, pour un geste de protestation, pour un acte de refus au régime en place. Ibidem, page 3. Tout projet d'écriture se fixe à l'avance un objectif à atteindre, c'est-à-dire une mission à réaliser. C'est pour cette raison qu'aucune personne ne peut écrire sans prendre parti, même de façon voilée. L'écrivain congolais Pius Ngandou expose la persécution pratiquée par les responsables politiques de son pays contre le tissu socio-économique, en l'occurrence contre l'élite du pays. Il présente ces vices pour que leurs auteurs soient combattus par le peuple. En refusant d'accepter passivement tous ces maux et toutes ces violences perpétrées par le pouvoir politique en place, le peuple s'engage à renverser ce régime. Et tout à la fois, il transcende en la refoulant la thèse aberrante fondée sur la mythologie religieuse de la malédiction, selon la mauvaise interprétation de la Bible qu'en font des paresseux et certaines personnes mal intentionnées. Dès lors, Pius Ngandou peut être considéré à la fois comme un satiriste classique ou un marxiste. Il importe de souligner que nous empruntons le concept satiriste à Marc Angenot. Pour celui-ci, un satiriste est un pamphlétaire, un terroriste ou un polémiste. De ce fait, la polémique se révèle la forme identifiable d'un certain modus operandi idéologique dont l'extension est plus large, d'une idéologie latente, l'opposé de ce que peut être une pensée critique. Monsieur Angenot, 1982/337. Le polémiste ou le satiriste classique s'évertue à décrire la vision crépusculaire du monde, ou le monde d'après la catastrophe, parce que ce monde lui est axiomatique. Aussi essaie-t-il de dégager l'existence simultanée entre persuasion et violence verbale, entre liaison, vérité, liberté et solitude. Ibidem, page 338. Certes, les œuvres fictionnelles de Pius Ngandou sont souvent polémiques lorsqu'elles exposent les situations qui prévalent dans sa patrie ou en Afrique. Ces écrits littéraires se présentent comme un discours opposé aux récits officiels. Ils exploitent les ressources qui confèrent au langage ses pouvoirs persuasifs. De ce fait, à travers la communication, l'œuvre littéraire de Ngandou remplit la fonction perlocutoire. Elle incite le lecteur à s'y investir et donc à agir. C'est là que l'écriture de Pius Ngandou devient réaliste. Cependant, soulignons-le, aucune fiction n'est à considérer a priori comme document authentique. C'est en effet un produit du rêve de l'écrivain dont le souci est de voiler la réalité, si bien que le pouvoir politique aurait de la peine à se retrouver. Par la fiction, l'écriture de Ngandou cherche à réfracter et à transformer tout à la fois la réalité sociale. Maurice Delcroix pense dans ce sens que toute fiction est un beau mensonge qui, postulant la liberté désirante et agissante du sujet,
voile l'emprise des déterminations sociales et des processus de conditionnement. 1987 sur 292. En effet, ce romancier dramaturge dont nous examinons 3 des multiples écrits fictionnels, dénonce toujours ou presque l'antagonisme récurrent entre le pouvoir, colonial et post-colonial, et la liberté populaire. Ses œuvres littéraires revendiquent aussi au sein des littératures contemporaines la place de la mythologie littéraire. Pour justifier sa thèse, cet écrivain et critique croit que tout acte de création littéraire s'inscrit dans la perspective sociale soutenue par les mythologies de l'univers culturel de l'artiste. Il emboîte ainsi le pas à Édouard Glissant, qui indique la voie à suivre, celle consistant à la revalorisation de l'identité antillaise aux écrivains antillais, tel qu'on peut le remarquer dans cet invite. Pourquoi le vœu poétique du monde ? Pourquoi pas l'intime, entendons des écrits en créole ? La relation complexe, ardue, imprévisible, est le feu majeur des poétiques à venir. Le cri du monde devient parole. Pour tel qui y songe et va cet élan, ce passage, il n'est voix que dans sa terre obscure et lourde. L'universel abstrait nous défigure. Et si cette terre, ce lieu sont là menacés, alors marteler la parole volontaire. Chanter l'histoire, imprévisible, incomprise. Tenter aussi la façon d'un langage, car il n'est pas de peuple qu'on puisse désormais réputer hors du temps des hommes, et l'histoire du monde aux poètes se lit partout. Il semble que de jour en jour le tour de l'effacement pour nous Martiniquais s'accélère. Nous n'en finissons pas de disparaître, victimes d'un frottement de monde. Qui peut l'écriture ? Elle ne rattrape jamais. Hormis pourtant l'action nécessaire, le bouleversement sans réserve de cette banalité de mort, il reste à crier le pays dans son histoire vraie. Hommes et sable, ravines, cyclones et tremblements, végétation tarie, bêtes arrachées, enfants béants. Glissant, 1981 sur 15. Sans doute, l'acte de création est subordonné à la spiritualité de cet univers social, à ses forces de l'imaginaire créateur et pourquoi pas subordonné à la rationalité qui le soutient. Cette valorisation de la culture africaine, mieux le combat culturel auquel l'écrivain Ngandu convie les artistes africains, ses confrères écrivains en particulier, à l'instar de la pensée qu'Édouard Glissant vient de livrer au sujet de la même problématique, vise à ce que les artistes africains cessent de croire que le programme de la ville, occidentale, qui a abouti à un véritable fléau sur une grande échelle, et présenté comme le modèle à suivre pour le tiers-monde, puisse se transformer en une conquête de l'esprit, lorsqu'il est transporté vers un autre lieu historique. Les sociétés d'ici et celles de là-bas n'ont pas suivi un itinéraire équivalent. Et même si les correspondances étaient à postuler de part et d'autre, les contextes ont totalement changé. 1997 sur 368-69. Aussi croit-il qu'il est logique, de ce point de vue, de revenir au fondement de la littérature. Celle-ci est d'abord et avant tout une histoire des littératures. Ibidem page 2. De ce fait, comme la littérature traduit le mode de vie du peuple considéré comme son destinataire privilégié, ce romancier atteste qu'il est plus utile actuellement de recomposer une méthode qui soit orientée principalement vers les premiers destinataires de ces littératures, c'est-à-dire le public africain. Ibidem page 11. Chez Pius Ngandu, le recours à la mythologie littéraire, loin d'apparaître comme une revanche contre la face négative de la colonisation africaine, se rapporte aux cultures de l'esprit. Les avantages qu'offre cet engagement chez ces artistes africains sont tels qu'il leur permettra de stimuler la création littéraire et artistique, et promouvoir de meilleures formes d'expression artistique. Affirmer est l'identité culturelle par la revalorisation du patrimoine culturel africain. Ibidem page 13. Toutefois, chez Pius Ngandu, le recours aux mythologies littéraires comme axe de recherche dans la création artistique ne se confond pas avec cette passion pour les littératures nationales que prônent aujourd'hui certains écrivains ou critiques africains en mal de positionnement. Ces littératures semblent un piège tendu par des artistes, souvent les moins connus, qui pensent trouver là une occasion de valorisation inespérée. Ils sont surtout appuyés par des éditeurs motivés par des raisons lucratives. Pour l'écrivain congolais, ce paradigme littérature nationale brise par ailleurs la dynamique et la cohérence de l'unité culturelle africaine entendue au sens large. Car s'il est vrai que l'Afrique est subdivisée en plusieurs États,
Il est cependant imprudent et inadmissible d'envisager les littératures nationales en fonction des frontières étatiques qui n'ont pas tenu compte des réalités culturelles des peuples d'Afrique avant la conférence de Berlin, 1885. Le corollaire de ce mépris a été la dislocation des structures traditionnelles et unies, des ethnies appartenant désormais à des structures nouvelles. C'est le cas des Bambaras, des Peuls, des Congos, des Lindas, etc. Or, ce sont ces ethnies qui constituent la réalité culturelle des peuples d'Afrique. Liliane Kestelout, Opposite, page 306, reprend à son compte l'analyse que voici faite par Pius Ngandou sur ce cas. Longtemps les littératures d'Afrique se sont laissées empêtrer dans des pièges inextricables. Les questions auxquelles les critiques s'empressaient de répondre n'étaient nullement celles qui intéressaient directement les textes considérés, mais celles posées par d'autres cercles du pouvoir idéologique. Ainsi la question des littératures nationales. Il apparaît clairement qu'elles ne relevaient pas du fonctionnement de ces littératures à l'intérieur des frontières des États pour lesquels elles étaient censées faites, mais uniquement des milieux universitaires, ou même occidentaux ou américains. Car, en réalité, de quoi s'agit-il ? Dès le départ, les tenants de cette question affirmaient que les auteurs se préoccupaient de produire des ouvrages littéraires destinés en priorité à leurs publics nationaux, consacrant par là les hypothèses restrictives des sources et des origines principalement internes. D'une part, cela corroborait le principe de la diversité des lieux de la prise de parole, éliminant aussi l'éventualité d'une unité culturelle de l'Afrique. D'autre part, les conclusions dégagées par de tels postulats aboutissaient à des expressions emphatiques renforçant la mégalomanie des systèmes politiques, tout en évacuant du texte la possibilité d'une conscience historique à l'échelle d'une communauté plus large. Les conséquences ont été terribles à tous les niveaux. L'écriture littéraire s'est infléchie au point de ne plus fonctionner qu'au rythme de cet objectif unique, la Renaissance au niveau strictement national. En grand défenseur de son entité, Glissant livre les raisons de son choix pour la littérature créole, qu'il n'a pas respectée malheureusement, mais dont le retentissement est en train de se faire sentir aujourd'hui en Afrique. Elle est une reconquête culturelle. Elle nous réinstalle dans la vérité de notre être, elle milite pour notre émancipation. C'est une idée qui ne peut pas être prise en compte pour nous par d'autres, elle ne peut être téléguidée. Op.cite page 18. Mais en tout état de cause, ce qu'envisage Pius Ngandou dans ce cas, c'est l'unité de l'Afrique dans sa diversité. Chez cet écrivain, l'identité culturelle passe toujours par la récupération de la langue maternelle. C'est pourquoi il exhorte ses confrères écrivains à défendre leur langue et par voie de conséquence, leur culture en général, car personne d'autre ne saurait le faire efficacement, ni n'accepterait d'ailleurs une telle tâche. Son engagement à vouloir rompre le mur de la langue classique, dans laquelle il ne croit pas être à l'aise pour exprimer des réalités indispensables à son public privilégié, les Congolais et ou les Africains, se justifie dans cette interrogation. Comment traduire l'africanité dans une langue européenne ? Op.cite page 314. En effet, dans les œuvres romanesques sélectionnées, la marginalité des personnages principaux et leurs écarts de langage sont des aspects qui attirent l'attention du lecteur. Ils profèrent des insanités dans un discours à la fois révoltant et engageant. Par là, Pius Ngandou rejoint la position de Giberjeau sur la pudeur. Nous n'en sommes plus à Clara Delébeuze ni à cette héroïne d'Henri Bordeaux qui ne pouvait souffrir qu'on lui baisât la main. La vue d'une cheville qui menait nos grands-oncles d'il y a 40 ans au bord de la congestion laisse aujourd'hui tout le monde en parfaite santé morale. 1956/18. Mais la violence langagière choisie par prédilection par Pius Ngandou n'est pas à prendre au pied de la lettre comme un simple motif ornemental. Elle consiste à laisser éclater la verve mordante de l'écrivain et toutes les ressources d'un polémiste en vue d'inviter ses compatriotes et tous ses lecteurs virtuels à la prise de conscience de leur destin. Autrement dit, il est soucieux de ternir tout caractère sacralisé par l'opinion pour inciter les lecteurs à la révolte. Suivant cette démarche, l'écriture du romancier s'affirme contre toute perspective sociale, morale ou physique. Il emboîte ainsi le pas à Sonny Laboutancy, lorsque celui-ci prévient dans l'avertissement donné au lecteur de son roman « L'état honteux ». Le roman est, paraît-il, une œuvre d'imagination. Il faut pourtant que cette imagination trouve sa place quelque part dans quelque réalité. J'écris ou je crie, un peu pour forcer le monde à venir au monde.
Je n'aurai donc jamais votre honte d'appeler les choses par leur nom. J'estime que le monde dit moderne est un scandale et une honte. Je ne dis que cette chose-là en plusieurs mots. Est-ce la Boutancy 1985/5. De la même façon que chez Pius Ngandu, l'auteur de l'État honteux dévoile la crise morale dont souffre son public principal, mais peut-être aussi une crise de l'écriture. De sorte que le lecteur peut considérer que l'écrivain apparaît torturé, à cause du silence préjudiciable de ses compatriotes face à la barbarie dont ils sont victimes. Ce silence pérennise l'asservissement de ces derniers face au pouvoir politique censé les protéger. Est-ce la raison pour laquelle le même La Boutancy annonce avec insistance qu'il exige un autre centre du monde, d'autres excuses de nommer, d'autres manières de respirer parce qu'être poète, de nos jours, c'est vouloir de toutes ses forces, de toute son âme et de toute sa chair face au fusil, face à l'argent qui lui aussi devient un fusil, et surtout face à la vérité reçue sur laquelle nous, poètes, avons une autorisation de pisser, qu'aucun visage de la réalité humaine ne soit poussé au silence de l'histoire. Je suis fait pour dire la part de l'histoire qui n'a pas mangé depuis 4 siècles. Mon écriture sera plutôt criée qu'écrite simplement, Ibidem page 11. Certes, l'emploi de la fiction n'est pas gratuit chez Pius Ngandu. Elle est une technique qui permet de camoufler, de travestir la réalité sociale telle qu'elle est vécue. Ainsi, parce que l'écrivain cache son véritable projet, le lecteur y accède en interrogeant l'humour, les figures. Arnel Cresset justifie cette thèse en faisant observer que la fiction, tout en jouant sur la vraisemblance s'émancipe du registre de vérité qu'il n'est pas tenu de respecter, paie pour le roman puisqu'il avoue qu'il ment. SD 55. Aussi est-il imprudent pour une lecture crédule, de confondre fiction et réalité en prenant au pied de la lettre le discours du roman. Pius Ngandu n'échappe pas à cette règle. C'est pourquoi il se sert de la réalité matérielle. C'est dans la pratique que l'homme doit prouver la vérité, c'est-à-dire la réalité et la force de la pensée. Soulignons toutefois que l'identification de la fiction à la réalité matérielle s'opère dans un intervalle infiniment large. Aussi est-il souvent imprudent de procéder a priori par toute forme d'anticipation pour saisir le lien entre ce couple, parce qu'il ne s'y présente pas d'identité absolue, même si une certaine relation en est perceptible. Cela conduit aussi à préciser de la même manière que l'écrivain Pius Ngandu, sur le plan de la réalité matérielle, n'est pas le représentant d'une quelconque idéologie marxiste. Mais c'est plutôt son écriture qui veut marquer les distances qui séparent cette représentation, la conscience de soi, et la réalité de l'aventure humanitaire. L'originalité de cette entreprise, c'est que la distance doit s'y manifester à l'intérieur même de cette représentation. P. Macheret, 1974/256. Nous devons souligner que dans ce contexte, le concept de représentation ne renvoie pas à un délégué désigné d'une formation politique, ni à un mouvement social. Elle ne fait pas non plus allusion à un candidat élu après un quelconque suffrage. La représentation dont il est question est entendue dans le sens des conditions qui ont concouru à la production d'une œuvre littéraire. C'est en effet à partir du moment de sa publication que l'écrit fictionnel peut représenter une idéologie, c'est-à-dire ce qu'envisage son auteur, son projet, etc., comme Pierre Macheret l'explicite dans ce qui suit. Un individu représente une classe sociale, et l'idéologie de cette classe, dans la mesure où il prend position par rapport à ce climat idéologique, autrement dans le cas de l'écrivain il n'écrirait rien. Le produit du travail romanesque n'est œuvre que dans la mesure où il fournit un rapport propre, dans la mesure où il comporte une invention par rapport à l'esprit dont il dépend. Il est impossible de reproduire dans une œuvre particulière toute l'idéologie. Celle-ci peut être appréhendée seulement dans une de ses parties. Il y a donc choix, et c'est ce choix qui est significatif dans la mesure où il peut être plus ou moins représentatif. Les contradictions qui habitent l'œuvre, s'il y en a, ne peuvent donc être les mêmes, reproduites terme à terme, que les contradictions dont cette œuvre dépend, même si on retrouve ces contradictions idéologiques dans la vie même de l'auteur. Ibidem, page 257. À la lumière de ce qui précède, on peut dire que la pensée de Pius Ngandu est fortement enracinée dans la réalité et se traduit dans les faits. Tout marxiste énonce une méthode adéquate de lutte et une stratégie qui ne déstabilise le peuple. Cela est indispensable parce que le langage est lui-même un fait social. Pour sûr,
Le langage oral ou écrit d'un auteur est déjà, par elle-même, un fait élaboré par la société, modelé par une succession d'éléments historiques et chargé de connotations collectives. Et Ngannou fait partie de cette pensée marxiste. Il apparaît dès lors incongru de parler du marxisme sans faire allusion au gauchisme, à l'imagination au pouvoir ou au néo-marxisme, à la théologie de la révolution, etc. À ces étiquettes de l'idéologie marxiste, l'on peut ajouter le réalisme socialiste. À ce sujet, Georg Lukács témoigne. Toute forme est la résolution d'une dissonance fondamentale au sein de l'existence. Un monde où le non-sens est situé à sa vraie place, où il apparaît comme porteur et comme condition nécessaire du sens. Si donc, dans une œuvre, le caractère finalement vain des plus profondes et des plus vraies aspirations humaines ou la possibilité d'un ultime échec humain doit être accueilli en tant qu'élément fondamental, si ce qui est absurde en soi doit être éclairé et analysé et par conséquent reconnu comme réel et irréductible, il se peut que dans cette œuvre quelques aspirations arrivent à leur accomplissement. Mais la disparition de toute fin évidente, la désorientation décisive de la vie entière deviennent nécessairement le fondement de tout l'édifice, le modèle constituant, 1968 sur 55-56. S'agissant de la théorie marxiste, Pierre Chartier affirme quant à lui qu'une telle forme d'écriture met l'accent sur le parti et sur la théorie du reflet, insiste sur le rôle pratique, utile, efficace de la littérature dans la lutte d'émancipation du prolétariat. 1998 sur 1670. Quant à la théorie de la révolution, au cours de l'histoire politique du Congo démocratique, la religion a joué un double rôle. D'une part, elle a entretenu la masse populaire de ce pays, durant la période coloniale et même post-coloniale, dans une forme de laxisme ou de somnolence, en recourant aux prédictions et aux homélies du type « Heureux les pauvres, matériellement, car le royaume des cieux est à eux ». La religion est apparue de ce fait comme l'opium du peuple. D'autre part, pendant la période néocoloniale, la religion change son discours sur la foi. Elle emploie dorénavant un langage susceptible d'exprimer une vision et un souci de libération du peuple congolais et ou d'Afrique. Dans ce contexte, la théologie opte pour un discours de la liberté. Certes, l'influence maoïste est perceptible chez Pius Ngannou. L'écrivain insiste sur la lutte entre les riches ou les capitalistes et les pauvres, pauvres ou ouvriers. C'est cette classe des pauvres qui prend le drapeau en main dans la malédiction, les étoiles écrasées et le doyen Marie, pour revendiquer sa place au soleil. Dans le non-dit des textes romanesques de cet écrivain, le lecteur peut découvrir que, pour atteindre la libération, les opprimés devraient se regrouper en mouvements révolutionnaires, dans le dessein de dénoncer les injustices sociales et l'exploitation de l'homme par l'homme. De ce fait, le mouvement marxiste acquiert la notoriété de défenseur des opprimés, dont en premier lieu les Congolais. À travers les procédés littéraires évoqués, Confère Supra, le romancier insiste sur la lutte révolutionnaire comme solution efficace et ultime à laquelle la masse des opprimés doit recourir pour supprimer la souffrance et accéder à la paix durable. Ce n'est qu'à travers l'ironie et l'humour que Pius Ngannou met l'accent sur la lutte réformiste que les pauvres doivent mener comme ultime recours. C'est son engagement politique. Ce schéma d'une découverte de la révolte s'avère celui de la plupart des œuvres de fiction de cet écrivain congolais. Certes, d'une manière générale, la fiction dans les romans sélectionnés, soutenue par le souffle puissant et le rythme de l'écriture, est un rempart pour l'auteur en vue de peindre la réalité de l'histoire d'un territoire, probablement le sien, son pays d'origine, dont l'actualité n'a guère retenu que le nombre de victimes. Ce romancier est persuadé qu'en adoptant le réalisme socialiste comme approche littéraire, ses écrits littéraires mobiliseront immanquablement la masse. C'est pour cette raison qu'il choisit constamment de recourir aux procédés littéraires déjà évoqués. Oswald Ducrot reconnaît à ce sujet que la langue se présente fondamentalement comme le lieu d'un débat et de la confrontation des subjectivités, 1969 sur 43. Dans ce territoire où les droits humains dépendent de la volonté du maître de l'absolutisme et de l'interprétation qu'il en fait, Pius Ngannou procède au travestissement de ses personnages principaux pour dénoncer les inégalités sociales. Cette technique, avons-nous déjà fait remarquer, permet à l'écrivain de mettre l'accent sur la lutte réformiste conçue comme un palliatif à la souffrance des pauvres.
Pius Ngbandu estime en effet que c'est la misère sociale qui peut conduire la masse des pauvres à combattre pour affirmer les droits de l'individu, dégager le sens de l'histoire, ou exprimer les souffrances de ceux qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. GIDT et Ali, 1981/10. Ces considérations font des œuvres de cet écrivain une littérature engagée. En ayant choisi de mener une analyse sur les romans précités de Pius Ngbandu, on n'a nullement l'intention d'élaborer un livre d'histoire de la littérature congolaise, zaïroise. On ne peut même pas y parvenir à partir de notre outil de travail, ni de méditer autour de la thématique développée dans ces récits romanesques, ni non plus de constituer des lois devant régir les discours conflictuels, ni encore de trancher les conflits discursifs. On veut cerner l'écriture qui caractérise les œuvres fictionnelles d'un écrivain congolais. On considère le corpus comme à l'élaboration d'une forme. Il n'est pas indispensable de rappeler qu'un texte littéraire est un tout, mais un tout produisant divers effets de sens. La mission de la littérature devient de ce fait celle qui consiste à englober de façon générale en son sein toute écriture, tout discours écrit où la fonction conative jacobsonienne du langage se reflète sensiblement. Dès lors, l'œuvre littéraire devient un objet langagier où s'inscrit la pratique discursive portant sur le dynamisme argumentatif. Le discours polémique suit cette dynamique de la linguistique textuelle, envisage l'enchaînement logique visant à provoquer l'adhésion de la raison, et recourt aux stratégies faisant appel aux arguments d'attaque ou de défense et souvent aussi aux sentiments susceptibles d'émouvoir. La dimension discursive se mesure suivant les formes des sens constitués par les lexèmes, leurs emplois et leur structure en phrases. Mais du dynamisme argumentatif se dégagent aussi les énoncés et structures conduisant à la déduction logique et à l'action. Cette étude a donc l'intention d'appréhender le dynamisme de la pratique du discours polémique, dans une perspective rhétorique et énonciative, un domaine assez peu exploité de nos jours par les chercheurs. La polémique relève de la communication, c'est-à-dire du discours langagier social. Cependant, le terme discours ne fait pas toujours penser a priori à une polémique ou à une situation des interincompréhension entre deux personnes ou deux groupes sociaux. On a dépassé la dimension de l'analyse de la phrase pour l'étendre à celle de l'analyse du discours, et de l'énoncé que constituent dans l'ensemble la malédiction, les étoiles écrasées et le doyen Marie. Quoi qu'il en soit, le lecteur pourrait se poser la question de savoir ce qui fonde le choix de ce corpus. Le discours polémique suit cette dynamique, dans la mesure où il est l'émanation de la linguistique textuelle, envisage l'enchaînement logique visant à provoquer l'adhésion de la raison, et recourt aux stratégies faisant appel aux arguments d'attaque ou de défense et souvent aussi aux sentiments susceptibles d'émouvoir. La dimension discursive se mesure suivant les formes des sens constitués par les lexèmes, leurs emplois et leur structure en phrases. Mais du dynamisme argumentatif se dégagent aussi les énoncés et structures conduisant à la déduction logique et à l'action. Cette étude a donc l'intention d'appréhender le dynamisme de la pratique du discours polémique, dans une perspective rhétorique et énonciative, un domaine assez peu exploité de nos jours par les chercheurs. La polémique relève de la communication, c'est-à-dire du discours langagier social. Cependant, le terme discours ne fait pas toujours penser a priori à une polémique ou à une situation des interincompréhensions entre deux personnes ou deux groupes sociaux. On a dépassé la dimension de l'analyse de la phrase pour l'étendre à celle de l'analyse du discours, et de l'énoncé que constituent dans l'ensemble la malédiction, les étoiles écrasées et le doyen Marie. Quoi qu'il en soit, le lecteur pourrait se poser la question de savoir ce qui fonde le choix de ce corpus. Certes, les trois œuvres romanesques sélectionnées dénoncent de manière corrosive comment la folie du pouvoir politique conduit à la ruine de la société. Or, si la folie est synonyme d'absence totale de la raison n'est pas absence totale de la folie, M. Foucault 1972/539. Le choix pour ce corpus textuel a été motivé de prime abord par leurs titres respectifs qui prédisposent à une action agressive menée contre une victime, tout en suscitant la peur chez le lecteur. C'est peu après, au fil et à mesure qu'on progresse dans l'acte de lecture, que l'on découvre la similitude dans l'action et ou la vie menée par les trois héros respectifs, même si les approches sont quelque peu différentes. Joachim Mboyo et Sadio Mobali. D'une manière ou d'une autre,
Chacun de ces héros recherche une inversion des valeurs dans une société dégradée, G. Lukács, 1968, à cause de la folie du pouvoir politique. Soulignons toutefois que si les deux premiers héros finissent leur action dans l'errance à cause de leur ignorance doublée d'orgueil, il n'en est pas le cas pour Sadio qui, lui, a réussi à la manière d'un conte des fées à ébranler ce pouvoir politique fondé sur l'irrationnel. La malédiction expose la genèse de cette barbarie politique et les conséquences qui en ont résulté. La confiscation du pouvoir au moyen de la répression, confère des multiples discours du MPR tels que Olinga Olingat, Osali Nakati Ya MPR, c'est-à-dire que vous le vouliez ou pas, vous êtes du MPR. En revanche, les étoiles écrasées décrit sous forme de succession des faits déjà contenus dans le premier roman comment ce pouvoir tyrannique a atteint son âge d'or, notamment dans des slogans du genre « Le président fondateur, du MPR, ne doit rien au peuple, c'est le peuple qui lui doit tout », et quels en sont les effets pervers indélébiles subis par le peuple, notamment la jeunesse. Enfin, dans un humour noir, le doyen Marie peint la faillite du système éducatif, pourtant le fondement de tout progrès social. Certes, en optant pour ce corpus, on a admis avec Acherjos, 1978 sur 17-19, que la réception des œuvres est une appropriation active. Elle l'est parce que pour lui, toute œuvre est réponse à une question, et la question qu'à son tour doit poser l'interprète consiste à reconnaître, dans et par le texte de l'œuvre, ce que fut la question d'abord posée, et comment fut articulée la réponse. Cela n'implique ni l'effort d'empathie, ni d'ambition de reconstruire une expérience mentale possédant une antécédence ontologique absolue par rapport à l'œuvre. C'est le texte qui doit être déchiffré. L'interprétation a pour tâche d'y déceler la question à laquelle il apporte sa réponse propre. Les questions qui ont retenu mon attention dans cette entreprise et auxquelles on tâchera de répondre dans cet opuscule, sont les suivantes. 1. Quels sont les types de discours polémiques que l'on peut dégager dans les œuvres romanesques sélectionnées ? De cette question découlent 4 sous-questions. Quelle est la place du discours polémique dans ces 3 romans ? Sous quelle modalité ces discours polémiques se présentent-ils ? S'agit-il du discours polémique des personnages ? S'agit-il de celui de l'auteur ? Quelle stratégie argumentative l'auteur adopte-t-il pour construire l'opinion de son public ? Les théories de la rhétorique et de l'énonciation permettent-elles d'examiner les discours polémiques dans les romans qu'on examine ? On émet de ce fait les hypothèses pouvant constituer les fondements de l'étude. 1. La polémique souligne souvent le cynisme viscéral des partisans du mal, c'est-à-dire qu'elle permet de saisir ce à quoi peut aboutir la vilainie face à la noblesse incarnée, ou l'irresponsabilité face à la bonne gouvernance. 2. Le discours polémique est une façon pour l'auteur de dénoncer les maux qui déchirent une société. Égoïsme et brutalité des tenants du pouvoir politique, défaillance du peuple, etc. 3. Les discours polémiques sont des procédures discursives entretenues à dessein par l'écrivain, pour que le lecteur saisisse les phénomènes historiques et culturels de la société de référence. 4. Le recours récurrent de l'écrivain à la violence verbale dans sa fiction inaugure une révolution consistant à réveiller les passions des lecteurs dans le cadre de l'émancipation politique et de la restauration de l'identité culturelle. Pour cerner la poétique des romans qu'on veut saisir dans une dimension discursive, on a considéré à la fois la démarche de Dominique Mingnaud, celle qu'il désigne en termes d'approche des théories de l'énonciation, et celle de Paul Ricoeur sur la rhétorique qu'il considère comme l'art d'argumenter dans le but de persuader un auditoire. Il s'agit de la rhétorique de tradition néolinguistique, inspirée des chercheurs comme Jean-Claude Anscombre et Oswald Ducrot et apparentée à la pragmatique linguistique de Searle et Austin. Selon les tenants de cette approche, l'examen d'un énoncé considéré du point de vue de son contenu explicite ne suffit pas pour faire comprendre l'argumentation. Ainsi croit-il qu'il est indispensable de restituer les actes de langage dans leur contexte énonciatif. Pour Aubrieux 2005/29, l'énoncé est en effet indissociablement lié à des présupposés et à des implications, c'est-à-dire des implicites situés en amont et en aval du discours, conditionnant l'intelligibilité de l'explicite et les conclusions qu'on peut en tirer. L'avantage de cette démarche est que la linguistique s'affranchit, en quelque sorte du schéma apparemment clos instruit par l'analyse d'énoncés pour s'intéresser aux mécanismes d'énonciation.
S'agissant de ce point de vue, la rhétorique se présente, d'Esperber 1975 sur 371, comme un ensemble des moyens pour décrire non seulement les énoncés liés aux préceptes linguistiques, mais encore des énoncés annexes répondant à une organisation d'idiolectes et de sociolectes. De l'avis toujours de ce linguiste, l'examen d'un énoncé, suivant cette approche, procède de la reconnaissance d'une phrase de langue, la rétention d'un seul sens de cette phrase et puis l'attribution d'une valeur aux expressions référentielles et le calcul des sous-entendus. Idem. En revanche, selon Semir Badir 2002 sur 59, il existe une théorie fondée sur l'orientation littéraire et inspirée de Roland Barthes, Jean Cohen, le groupe MU, Sovtan Todorov parmi tant d'autres qui se regroupent autour des néo-rhétoriciens. Le texte et les énoncés constituent l'objet de leur traité ou ce qu'ils appellent les figures de rhétorique, dont l'essentiel consiste à systématiser des procédés préalablement mis en tableau. D'où la prétention de la rhétorique, J.J. Aubrieux, op.cite page 27, à pouvoir rendre compte des processus symbolisateurs et sémantiques fondamentaux. Ce qui est à noter, c'est que cette rhétorique apparaissant comme un répertoire des figures rencontrées en littérature, n'est limitée qu'à l'élocution. Par ailleurs, les définitions du concept rhétorique sont multiples, mais on retiendra tout simplement que la rhétorique se définit comme l'art de s'exprimer et de persuader. Ibidem page 2. Notons que l'opinion littéraire n'est pas unanime sur cette définition, sous prétexte que pour certains, le champ argumentatif est lié à l'analyse du discours. Cette tendance est pourtant rejetée par une autre, qui considère que dans le cadre de la communication, tout souci de persuasion combine toujours entre eux l'aspect rationnel, où l'orateur-discoureur cherche à convaincre, et l'aspect affectif, c'est-à-dire celui qui consiste à plaire. 03. Mais que dire du discours polémique? Soulignons d'abord que cette étude voudrait cerner de quelle manière le romancier tâche de déceler le lien entre persuasion et violence verbale, entre liberté et solitude. Ainsi, il s'avère indispensable de définir les termes pivots du titre. Les ressources du discours polémique dans le roman de Pius Ngandu Nkashama. Dans Machine textuelle. Déconstruction et libido d'écriture, François Laruelle parle de ressources ou stratégies en tant qu'ensemble non clos, de gestes et d'opérations à effectuer pour traduire certains effets déterminés de textualité. 1976 sur 126. Chercher les ressources dans une œuvre littéraire revient de ce fait à détecter et à interpréter les mécanismes discursifs, les figures de rhétorique mises en œuvre afin de produire un effet de sens. L'examen des dites ressources permet d'appréhender l'importance du discours polémique à partir des divers traits, des différentes images et leurs tours récurrents. Par ailleurs, au sujet de la polémique, le Robert. Dictionnaire de la langue française 2008 sur 1016, dit polémique, adjectif et NF, 1 degré adjectif. Qui manifeste une attitude critique ou agressive, 2 degrés NF, débat par écrit, vif ou agressif. Dans le discours polémique, Catherine Kerbrat-Orecchioni affirme que la polémique implique l'existence de deux débatteurs au moins, c'est-à-dire de deux énonciateurs, occupant dans un même champ spéculatif deux positions antagonistes. Elle complète sa définition en indiquant qu'une polémique dénote un échange verbal, c'est-à-dire un ensemble de deux textes au moins qui se confrontent et s'affrontent. 1980 sur 8-9. Pour sa part, Ueli Windisch 1987 sur 25, constate que le discours polémique relève de la communication, même si ce terme ne fait pas directement allusion aux conflits. Mais les conflits langagiers, les disputes, les polémiques, les guerres verbales de toute nature sont quasi présentes dans la vie quotidienne. Ainsi en arrive-t-il à noter que le discours polémique, en tant que forme de la communication conflictuelle, est celui qui s'oppose à un autre discours, c'est un contre-discours, puisque l'activité principale de son auteur consiste à reprendre dans son propre discours le discours de son adversaire pour le rejeter, le nier, le réfuter, le disqualifier. De son côté, Gilles de Clercq 2003 sur 17 apparaît beaucoup plus explicite lorsqu'il soutient qu'une polémique est un discours qui pousse à avoir raison de l'autre, à assurer son emprise sur lui, à le soumettre, à l'effacer si nécessaire. En outre, sur la même lancée, Larguesch, 1983 sur 7, constate que le discours polémique est une parole qui consiste à empêcher l'autre de répliquer, à lui clouer le bec. C'est un combat oratoire où perd celui qui se tait et dans lequel l'art de répliquer est considéré comme une maîtrise de soi. Pour sa part, Marc Angenot,
Hop.site page 24 entend par discours polémique un combat d'idées. De ce qui précède, on retient que le discours polémique est une parole agressive ou critique dirigée contre un adversaire particulier ou ciblé. De ce fait, le discours polémique résulte de l'inter-incompréhension, du dialogue de sourds de deux personnes en désaccord sur une idée, une thèse déterminée. Toutefois, au niveau conceptuel, il est malaisé de confondre un discours polémique, en tant que forme de communication conflictuelle, et un conflit discursif, même si, le plus souvent, les deux syntagmes relèvent de la psychologie sociale. L'un fait appel à un cadre langagier et discursif marqué par un conflit ou un désaccord entre le locuteur et son auditeur désigné, et où l'allocuteur interpelle son allocutaire et probablement une troisième partie, au sujet d'une incompréhension, d'une divergence. La troisième partie ou partie tierce peut être désignée ou non, elle est à considérer de ce fait comme témoin. L'allocutaire ou personne interpellée devient l'adversaire de celle qui émet le premier discours. La victime, ou même la partie tierce incitée par le discours du premier locuteur peut répliquer. De sorte que sa réponse peut constituer un autre discours polémique, et ainsi de suite. Dans ce cas, chaque discours polémique est composé d'un certain nombre d'énoncés ou d'interventions langagières de type conflictuel, mais qui ne conduisent aucune des parties à se sentir blessée, pour éviter de consacrer la victoire de l'adversaire. En revanche, dans l'autre cas évoqué, le conflit discursif renvoie toujours à deux personnes ou à deux groupes ou à tout le moins à deux discours, une attaque et une réplique. Celles-ci sont des usages discursifs qui ont généralement lieu dans une atmosphère de passion, dont le dénouement est parfois violent. Contrairement au discours polémique qui est celui d'une personne, le conflit discursif fait allusion aux groupes sociaux ou individus, dont les opinions s'opposent sur une situation sociale, politique ou économique déterminée. Néanmoins, même si le discours polémique ne concerne que celui d'une personne, le discours de l'autre y est inclus. Car il est le fondement de celui du premier sujet parlant. À cet effet, Jean-Michel Adam, 1999/159, fait remarquer que le conflit discursif qui consiste à charrier un adversaire a une fonction interactive. Les deux participants à la joute verbale, A et B, s'engagent dans un véritable duel, doivent se renvoyer l'un à l'autre sous forme de coups, une insulte que le groupe spectateur évalue alors. Le duel peut se prolonger fort longtemps et en dépit de l'extrême violence des insultes, sans que ni A ni B se sentent injuriés. Si l'un s'estime tout à coup blessé, cela consacre la victoire de l'adversaire et le jeu verbal dégénère en bagarre. Notons que de manière générale, dans ce cas, il s'opère une différence notable entre langage conflictuel marqué par une insulte personnelle ou altercation, et celui qui se présente comme une insulte rituelle ou tout simplement une injure. Dans le premier cas, la réplique peut être soit une provocation, une excuse ou encore une atténuation, alors que dans l'autre, la réponse est une suite de paroles plus ou moins prolongées ou bien entendu, chaque discours s'identifie par la nature de ce qu'il a suscité et en appelle un autre du même type. Celle qui l'emporte doit avoir utilisé dans ces genres d'affrontements verbaux, le plus de char, l'expression est de Jean-Michel Adam que son allocutaire, ou alors elle, doit avoir recouru à des insultes fortes ou encore avoir formulé des meilleurs arguments, recours au discours manipulateur ou argumentatif que l'adversaire grâce à une compétence psycholinguistique. Cette victoire qu'il remporte lui confère du coup une grande notoriété du public des évaluateurs, si ceux-ci sont neutres ou s'ils sont confortés par les discours conflictuels du vainqueur. Par contre, si ces témoins sont fanatiques de la partie perdante, c'est là que la séance peut dégénérer en bagarre. À ce sujet, Laboff, 1978/283, estime que dans les joutes oratoires, la sophistication sémantique et grammaticale des outils linguistiques constitue une arme pour réduire l'autre au silence. Ainsi propose-t-il qu'une des façons d'atteindre la perfection en matière de vanne consiste à développer des comparaisons avec un fort enchaînement, qui suspend la proposition finale. Tout compte fait, dans tout acte de communication, acte de parole, l'on parle avec, l'on parle à ou encore l'on parle de. Autrement dit, le sujet parlant émet un discours en fonction de discours précédents. Donc, même s'il renvoie à la subjectivité, le pronom je ne constitue pas le fondement exclusif et premier de ce qu'il déclare. Car l'objet primordial du discours polémique, c'est l'autre. L'adversaire idéologique, politique ou encore le concurrent.
Cela parce qu'il s'agit de produire un contre-discours dont le fondement est le discours de celui-celle qu'on tient pour elle en faire. R. Jacobson, 1963/32, clarifie cette idée lorsqu'il souligne que tout discours individuel suppose un échange. Il n'y a pas d'émetteur sans receveur, sauf, bien entendu, quand l'émetteur est un ivrogne ou un malade mental. Quant au discours non extériorisé, non prononcé, ce qu'on appelle le langage intérieur, ce n'est qu'un substitut elliptique et allusif du discours explicite et extériorisé. Mais le sujet parlant s'adresse souvent à deux allocuteurs différents. Sa cible, sans doute, est la personne qu'il veut choquer, mais aussi et surtout l'allocuteur indépendant et souvent non désigné, qui passe pour le public témoin, qu'on cherche aussi à indigner ou à inciter implicitement à la révolte. C'est la fonction perlocutoire du discours. C'est le moment de le dire, de manière générale. Les traditions littéraires considèrent les œuvres de fiction comme des ensembles stables et autonomes à l'intérieur desquels ne devrait, en principe pas, fonctionner une pensée argumentative ou persuasive. Cela se fonde sur le fait que le discours argumentatif répond presque toujours au schéma élaboré par Aristote, spécialement dans ce qu'on nomme la disposio, la disposition, où le travail est conçu suivant un ordre logique à respecter scrupuleusement. L'introduction, le corps, ou développement subdivisé en deux, la thèse et l'antithèse, et la conclusion. Rappelons que toute argumentation part essentiellement de l'accord sur les propositions de base et le savoir partagé du public, à partir desquelles le sujet peut déterminer deux stratégies, dont la première se fonde sur des propositions connues, convaincantes pouvant conduire à des propositions nouvelles. La seconde par contre consiste à procéder par la surprise et la provocation en exposant des thèses nouvelles que l'on veut présenter comme connues. Or, ce schéma ne possède aucune convergence avec un écrit fictionnel, il ne l'influence en aucune manière puisqu'il ne lui correspond pas. Le lecteur serait tenté dès lors de reconnaître le bien fondé du recours de cet écrivain à une approche que n'admet pourtant pas une écriture fictionnelle. En effet, la réponse se résumerait en ceci que Pius Ngannou sait qu'une argumentation est un ensemble des techniques. C'est peut-être pour cette raison qu'il recourt assez souvent à l'emploi des ressources extérieures au discours lui-même, mais surtout à une forme de démonstration attachée au domaine du savoir qui sous-tend sa fiction, en vue de susciter les émotions et les sentiments des lecteurs virtuels. Cet écrivain recourt à l'argumentation dans sa fiction, peut-être parce qu'il sait que J. garde Tamine et MCL. Hubert, 1996/19. Celle-ci permet de proposer à autrui des valeurs auxquelles on croit afin d'entraîner une adhésion pouvant conduire à des actions nouvelles ou tout au moins à des changements d'attitude, de jugement ou de sentiment. Étant donné que dans ces trois fictions romanesques, voire dans d'autres, cet écrivain dénonce l'irresponsabilité du pouvoir politique, il n'ignore pas qu'il s'attire la colère des dieux imposteurs dans son territoire d'origine ou en Afrique. De ce fait, il est conscient d'être devant un champ de mine. Pour le contourner, il choisit soit de hurler avec le loup, ce sont toutes ces invectives, ces prises à partie que le lecteur repère dans l'ensemble du corpus, soit tout simplement de recourir à la dérision, à l'humour, à l'ironie ou à d'autres formes de maquillage stylistique à travers une dénonciation feinte en vue d'échapper à la censure. Enfin, mis à part cette introduction générale et la conclusion générale, ce travail se subdivise en 4 chapitres, intitulés « La place et les composants du discours polémique », le discours polémique des personnages, le discours polémique de l'auteur, et les stratégies argumentatives employées par l'auteur en vue de construire l'opinion du lecteur. Chapitre 1. Place et composants du discours polémique. En principe, tout discours répond au schéma linguistique de la communication, lequel suppose un énonceur face à un receveur. Et quoique nuancé ou complété de nos jours, ce schéma vise avant tout une situation d'affrontement entre deux individus ou deux groupes opposés d'individus. Soulignons toutefois que la communication humaine ne se fonde pas en premier lieu sur l'inter-incompréhension de personnes vivant en société. Elle vise avant tout l'échange harmonieux entre sujets parlant en situation d'intercompréhension réciproque dont l'objectif primordial est de fournir une information, de faire comprendre une idée ou d'expliquer une pensée. Et en cas d'incompréhension dans le discours de ceux qui échangent ou communiquent, l'information est reprise afin qu'elle soit comprise par l'interlocuteur, Trice. Cela prouve que tout discours est une réalité sociale dont le but primordial n'est pas le conflit langagier, la polémique, mais plutôt un idéal didactique ou analytique.
Remarquons que dans ce corpus textuel, les débats polémiques publics de toute nature voient le jour dans la narration, dans la description et dans le discours dialogal. Ils se présentent sous forme de lutte dont le but est de convaincre et ou de persuader l'allocuteur, ou encore de le discréditer systématiquement. Tout langage polémique possède une nature spécifique, en l'occurrence la façon dont il s'organise, sa réglementation, ses contraintes spécifiques. Cela justifie dès lors que tout discours n'envisage pas seulement la communication au sens d'harmonie sociale. Il peut servir à d'autres fins telles que vaincre, se révolter, lutter, convaincre, etc. C'est là le fondement du discours polémique. Tout conflit social est manifestement véhiculé par le langage, écrit, oral ou gestuel, qui constitue son pas unique. Mais le langage humain reflète à la fois, on le sait, le conflit et la collaboration harmonieuse réciproque des personnes appartenant à une communauté sociale déterminée. Pour des raisons d'harmonie, ce chapitre sera développé en 2 sous-points. D'abord les places du discours polémique et ensuite les composantes du dit discours polémique. 1.1 Les places du discours polémique. Précisons d'emblée que le discours polémique sera exploité dans la narration, dans la description et dans le dialogal. Quoi qu'il en soit, quelle part le dit discours polémique accorde à chacun des 3 éléments. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.